Disons que c'est une question importante, le taux de croissance. Parce que souvent, on donne le taux de croissance du pays. Par exemple, dans le cas de la Côte d'Ivoire, le taux de croissance sur l'année 2012, prévisionnel, bien sûr, était chiffré autour de 8%, tandis que le taux de croissance par habitant, par tête, était autour de 6%. Donc, le taux de croissance par tête est important parce que si vous prenez un pays, par exemple, comme la Chine, si la Chine a une croissance de 8% à partager entre 1,2 milliard d'habitants par rapport au Ghana qui a une croissance de 8% à partager entre 25 millions d'habitants. Vous savez que ce n'est pas la même chose. C'est pour ça que le taux de croissance par habitant est important parce qu'elle ramène le taux de croissance à un niveau individuel, l'impact que cette croissance va avoir sur chaque habitant dans un pays. Maintenant, au niveau de la pauvreté, le problème qui se pose maintenant, c'est un problème de redistribution de la richesse. Parce que si on a un taux de croissance dans un pays, on mesure au fait toute la production de ce pays, mais le problème qui se pose, c'est comment est-ce que cette production est partagée entre les gens. Et c'est un des grands problèmes en Afrique. Et essentiellement en Côte d'Ivoire, je me rappelle au temps d'Ofoué, Ofoué avait commencé à un moment donné à parler des allocations, chômage, etc. Ce sont des choses qui n'existent pas en Afrique. Et toutes ces choses font partie des systèmes de redistribution dont nous avons besoin. En Europe, aux États-Unis par exemple, ce système de redistribution existe et c'est ce qui fait que le taux de pauvreté n'est pas assez élevé dans ces pays. Parce que quand je perds mon emploi, je sais que j'ai une allocation chômage que je peux toucher sur X mois et ça me permet de rebondir. Quand, par exemple, j'ai certains problèmes, etc., je sais que je peux aller à l'école avec une bourse, et ainsi de suite. Donc, les pays développés sont arrivés à mettre en place tout un système qui permet de redistribuer la richesse et qui font que les populations ont un certain niveau de vie. Mais nous n'avons pas encore expérimenté cela en Afrique. Et je pense que autant on regarde la croissance économique par tête, par habitant, qui doit augmenter, autant le problème de la richesse et de la redistribution de la richesse doit être un problème qui doit être regardé avec beaucoup de sérieux et de détermination. Qu'est-ce qu'il faut pour atteindre une émergence soutenue, une émergence durable et une émergence inclusive, Dr Maté? Pour atteindre une émergence soutenue, une émergence durable et tout, bon, bref, pour atteindre l'émergence, il faut, pour ma part, sur cette longue liste, la première des choses que je placerai en Afrique, essentiellement en Côte d'Ivoire, c'est une seule chose, le changement de mentalité. Il faut que les Ivoiriens changent leur mentalité. Il faut que l'Ivoirien se dise que la fonction publique n'est pas le seul endroit où je peux aller quand je cherche un boulot. Il faut que l'Ivoirien se dise que je peux créer mon entreprise. Il faut que l'Ivoirien arrête de pleurer quand il n'arrive pas à accéder sur le marché sénégalais et qu'il essaie de créer une entreprise, qu'il crée un joint venture, un partenariat avec un Sénégalais, avec un Nigérian et de pénétrer de manière insidieuse ou détournée sur le marché sénégalais, sur le marché nigérian. C'est ce qu'il faut. Il faut ce changement de mentalité. Et je pense que si nous arrivons à inculquer ce changement de mentalité dans les Ivoiriens, de la bonne gouvernance, de mentalité de l'entrepreneuriat, de mentalité de conquête du marché ouest-africain, je pense qu'on aura atteint le développement à 50% du chemin. Quand on étudie les pays émergents comme les BRICS, il ressort que ces pays ont des stratégies de puissance et de conquête, territoire et marché, entre autres. Pensez-vous que la Côte d'Ivoire a les moyens de devenir comme le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et même l'Afrique du Sud? Non seulement je pense que la Côte d'Ivoire a les moyens, mais la Côte d'Ivoire a également les ressources. Et souvent, je me réfère à la mission principale des Ivoiriens et je dis souvent que cette mission est dans l'abidjanaise. Et le jour où les Ivoiriens vont s'approprier totalement l'abidjanaise, ce jour, je pense que la Côte d'Ivoire occupera sa place. Où les Ivoiriens vont comprendre que
ils sont appelés à être des modèles, non pas pour le Ghana, non pas pour le Burkina, mais des modèles pour toute l'humanité. Donc c'est une mission que, je dirais, le père fondateur a confiée aux Ivoiriens, une mission que le père fondateur a confiée à tous les responsables ivoiriens, et cette mission, jusque-là, personne ne se bat pour l'atteindre. Et je pense que cela doit être un des principes fondateurs qui doit être enseigné dans nos écoles. Et pour pouvoir atteindre ces pays n'ont pas ce ne sont pas des sorciers. Nous avons été dans des écoles avec des Indiens, des Brésiliens, etc. Et on leur a damé le pion en termes scolaires, etc. Donc ce ne sont pas des gens qui sont descendus du ciel. Et je pense que les Ivoiriens ont les moyens de cette politique. Et ce qu'il faut, encore une fois, c'est que dès que nous allons mobiliser nos jeunes et que nous allons mobiliser la mentalité de nos jeunes vers une mentalité gagnante, nous pouvons apporter ce changement. Parce qu'au début, quand les Hauts-Foy avaient commencé à pousser le cacao, personne n'aurait pu prévoir que la Côte d'Ivoire allait être le premier producteur mondial de cacao. Et quand la guerre a commencé, beaucoup de gens sont pariés que la Côte d'Ivoire allait descendre dans les rangs. Mais non, la Côte d'Ivoire a gardé, malgré la guerre civile, sa place de premier producteur mondial du cacao. Et ainsi de suite, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de la noix de cola, ainsi dans beaucoup de domaines. Si nous arrivons à avoir une première place dans ces domaines, c'est que nous pouvons diriger le monde dans d'autres domaines. Et il faut pour cela y croire, il faut qu'on change de mentalité, il faut de la bonne gouvernance, il faut mettre en place des systèmes pour équiper nos jeunes, et je pense que nous ferons mieux que les BRICS. La Côte d'Ivoire parle de diplomatie économique en se basant sur la captation des investissements directs étrangers. Ne serait-il pas pertinent d'assurer la visibilité du pays en aidant les entreprises nationales à aller à la conquête du monde et vendre le label ivoirien? Si vous prenez par exemple le marché ouest-africain, vous vous rendez compte que c'est déjà à la date d'aujourd'hui un marché de 300 millions. Et il est important parce que la Côte d'Ivoire en elle-même, c'est 22 millions d'habitants. Et ces 22 millions d'habitants représentent peut-être une région du Nigeria. Donc, pour pouvoir vendre, avoir un marché, il faut sortir, c'est évident, parce que plus vous sortez, plus vous avez l'opportunité de réduire vos risques. Ça, c'est un des points importants. Et je pense que depuis l'arrivée du président Ouattara, il a passé beaucoup de temps à aller à l'extérieur pour redorer l'image de la Côte d'Ivoire, ce qui est une bonne chose. Et en même temps, il y a un peu plus d'efforts qui doivent être faits au niveau spécifiquement économique, dans le sens qu'il faut arriver à pouvoir positionner des entreprises ivoiriennes, et je pense que c'est ce qui a commencé à être fait, et que dans beaucoup de voyages, les hommes d'affaires, les associations patronales, un peu comme dans d'autres pays, sont engagés dans ces voyages, et qui est une bonne chose. Et peut-être ce qu'il faudra faire au-delà de ça, c'est peut-être d'inclure un peu plus dans ces délégations, par exemple, de jeunes entrepreneurs ivoiriens, pour que ça ne soit pas simplement une histoire au niveau des grandes structures, au niveau des grandes associations patronales, mais qu'on donne l'occasion aussi, d'une manière sélective, à chaque fois, à 10, 20 jeunes entrepreneurs ivoiriens pour aller et puis chercher des partenaires, etc. Donc ce sont des choses qu'il faut élaborer. Donc il est clair que dans un monde qui de plus en plus s'internationalise, c'est le marché extérieur. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est comment définir ces marchés extérieurs. Est-ce que vous voyez? Et beaucoup de pays, par exemple, depuis des années, plus d'une dizaine d'années, on n'arrive pas à trouver d'accord sur les APE, parce que les ACPCE, l'accord entre l'Afrique et l'Union européenne, aujourd'hui, est au point mort à cause des APE, parce que l'Union européenne a proposé de nouveaux accords et les Africains n'arrivent pas à trouver un consensus entre eux, et ça pose des problèmes. Donc à ce niveau, ce qui se passe également, c'est que les pays développés comme les États-Unis, comme les pays asiatiques, certains des pays asiatiques, mettent en place des barrières non tarifaires, c'est-à-dire qu'ils mettent en place des normes et divers moyens pour
empêcher, par exemple, nos jeunes entrepreneurs d'aller exporter vers ces pays. Donc ce qu'il faut aujourd'hui, c'est de pouvoir non seulement former nos entrepreneurs, mais également trouver des moyens, des stratégies pour contourner ces barrières non tarifaires. Et ça demande un travail à faire. Ça demande de la formation, ça demande... Et je pense que l'APEXI a essayé de faire un travail dans ce domaine, mais c'est un travail qui doit être approfondi, c'est un travail qui doit être mis au niveau de tous les jeunes entrepreneurs ivoiriens et pour pouvoir accéder à ces marchés. Dites-nous, Dr Samuel, quel serait le poids de l'intégration africaine dans l'émergence du continent et des États qui le composent? Un des problèmes fondamentaux de nos dirigeants aujourd'hui, par exemple, c'est que nos dirigeants depuis 50 ans sont focalisés sur des choses qui nécessairement ne rapportent pas autant, le café, le cacao, les verres, etc. Alors que certains des pays qui se sont développés se sont tournés vers des choses qui n'étaient pas conventionnelles. Vous regardez par exemple, et j'ai donné récemment cet exemple, quelqu'un comme un Didier Drogba par exemple, c'est une exportation. Et est-ce qu'un Didier Drogba qui engage des milliards, est-ce qu'on ne pourra pas se mobiliser pour voir comment investir ces milliards en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on ne pourrait pas créer des centres de formation dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire sur le football, etc. Est-ce qu'on ne peut pas, au niveau du tourisme, par exemple, créer une route du cacao et inviter tous les voyageurs du monde entier à venir découvrir la route du cacao en Côte d'Ivoire? Donc il y a plein de choses sur lesquelles nos gouvernements ne sont pas focalisés aujourd'hui et qui nous desservent parce que d'autres pays sont en train de se positionner sur ces marchés. Donc il est important de regarder toutes ces choses et de regarder également au niveau de la sous-région ces marchés qui sont à côté de nous et qu'on peut conquérir très rapidement. D'ici 20 ans, on nous dit que l'Afrique sera un marché de 1,6 milliard d'habitants. Donc si vous faites de la tchéké dans une petite boule, si vous n'avez seulement que 10% du marché africain, ça vous fait 160 millions. Et si vous êtes un jeune entrepreneur et que vous calculez que vous vendez cette boule d'Atchéké à 100 francs CFA, multiplié par 160 millions, imaginez ce que ça vous rapporte comme bénéfice ou comme chiffre d'affaires. Donc on peut facilement avoir plein de milliardaires africains dans les 20 ans à venir si on concentre nos jeunes vers cette attitude de créer et de créer des partenariats. Il faudrait même, j'irais même à dire qu'on doit forcer les jeunes africains aujourd'hui à créer des entreprises avec d'autres jeunes africains d'autres pays et ensuite de maîtriser le marché. Parce que ce qui va se passer, c'est quoi, Sylvie? Les Européens, les Américains, ils sont conscients de cela. Ils sont conscients que dans 20 ans, c'est l'Afrique qui sera le plus grand marché du monde, pas la Chine, pas l'Inde. Et ils se positionnent déjà. Et si nous ne nous positionnons pas sur nos propres marchés, on va se retrouver encore à servir des intérêts extérieurs qui viendront s'imposer à nous. Docteur Samuel, quel pourrait être votre message à l'endroit des dirigeants ivoiriens et de leurs partenaires au développement? Si j'ai un message aux dirigeants ivoiriens et aux partenaires au développement, premièrement, je vais commencer par les partenaires au développement. Je pense que la Côte d'Ivoire est un pays formidable. La Côte d'Ivoire a une certaine résilience et son économie l'a montré parce qu'il y a peu de pays à travers le monde, et beaucoup d'économies seront d'accord avec moi dans ce sens, qui sortent d'une guerre et qui ont une croissance de 8%. Donc, et les partenaires au développement ont montré des efforts et on a eu le cas avec les 4 000 milliards mobilisés en France. Donc, je demande aux partenaires au développement de ne pas abandonner la Côte d'Ivoire. Je demande aux partenaires au développement de continuer de soutenir la Côte d'Ivoire et de pouvoir soutenir non seulement la Côte d'Ivoire, mais les Ivoiriens. Les dirigeants ivoiriens doivent comprendre une chose, c'est que le monde entier les regarde. Et mon souhait pour chaque dirigeant ivoirien, et ça je plaide pour cela, pour chaque dirigeant ivoirien, c'est que chaque matin, quand il se regarde dans le miroir, qu'il puisse se dire « Ma journée aujourd'hui, tout ce que je vais faire, c'est que
il faut qu'à la fin de cette journée, je puisse dire que j'ai contribué à ceci, à rendre les Ivoiriens encore plus fiers, à faire de l'espérance de l'humanité et à transformer ce pays en un pays qui doit être un modèle pour tous les pays qui vivent sur cette planète. Et pour cela, et pour faire cela, nous devons taire les différences et n'avoir qu'un seul objectif, le bien-être de l'Ivoirien. Et n'avoir qu'un seul objectif, c'est de faire de chaque Ivoirien un être qui sera un modèle dans tous les domaines. Quand on parle de sport, Didier Drogba aujourd'hui est un modèle. Quand on parle de production de cacao, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est un modèle mondial. Donc ça, ce ne sont que des exemples qui nous montrent que les Ivoiriens peuvent relever ce défi d'être un modèle pour le monde entier dans tous les domaines possibles. C'est possible de le faire. Et pour cela, l'exemple doit venir des dirigeants ivoiriens. Et cet exemple vient lorsqu'ils vont s'approprier de l'abidjanaise et comprendre que chaque acte qu'ils doivent poser doit aller dans le sens de rendre chaque Ivoirien plus fier, chaque Ivoirien à pousser chaque Ivoirien à être un modèle, non pas pour la sous-région, non pas pour l'Afrique, mais pour l'humanité et dans tous les domaines. À l'analyse et selon ce test en économie, il ne suffit pas de faire de l'émergence économique une litanie pour voir améliorer le produit intérieur brut par tête d'habitant. Il faudrait donc pour nos gouvernements miser sur les valeurs intellectuelles, culturelles et sportives. Voilà des paramètres nécessaires à l'ascension économique de la Côte d'Ivoire. En entendant 2020, les concepts demeurent une phrase clé répétée par tous les ministres ivoiriens qui donne une certaine cohérence au niveau des actions du gouvernement.